commencé un petit peu plus tard, mais ça tombe bien, puisque pour le coup, je peux squeezer toute la partie, je me présente. Bon, et puis, comme tu disais, comme on se connaît justement, c'est un petit peu plus simple. Moi, c'est un peu plus à l'aise pour cette conférence sur l'aïkido. Donc, bon, à titre d'information, pour ceux qui ne le savent pas, j'enseigne l'aïkido à l'MJC de Villeurbanne pour les enfants en bas âge, le plus jeune a 7 ans, le plus vieux, entre guillemets, en a 10, bon, pour des jeunes. Et puis bon, je co-anime les cours à pas. Donc, comme je ne vous présente pas non plus, ça ne sera pas nécessaire. Et donc voilà, j'ai eu la chance et l'opportunité de commencer l'aïkido en 91, j'avais 7 ans, donc avec Bernard bien entendu, et puis avec mon papa bien entendu. Et donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu une chance aussi pour moi de pouvoir donner des cours à des enfants de cet âge-là, pour les faire démarrer un petit peu du même cours. Bon, l'aïkido, j'en ai une certaine expérience, parce que si j'ai commencé à 7 ans, aujourd'hui j'en ai bientôt 29, donc ça commence à faire des petites trottes. Bon, je suis troisième dan, ça va être un petit peu pompeux aussi, mais bon, voilà, pour situer au niveau des grades. Partir du premier dan, c'est l'équivalent ceinture. Je parle surtout aux non-pratiquants, même si vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer l'aïkido. Jamais. Si, on avait fait une initiation. Vous aviez fait une initiation une fois? Jamais du tout. Jamais non plus. Vu, mais jamais. Si, on avait fait. C'était super. Et donc, sur toutes ces années de pratique, parce que comme j'ai fait un petit break à un moment donné, j'arrive bientôt sur mes 20 ans de pratique d'aïkido, donc ça commence à faire un petit bagage. Et je fais le constat de quelque chose, c'est que l'aïkido, ça m'a beaucoup apporté sur un plan personnel. Et même au-delà de la simple présence sur un tatami. C'est-à-dire qu'on arrive au dojo, on monte sur le tatami, on fait des chutes, on fait des techniques, on a bien transpiré, on est content. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, il y a quelque chose qui m'a apporté. Et quelque part, si je réduis, que je synthétise, que je simplifie ce que ça m'a apporté, j'en arrive plus ou moins à la conclusion suivante, c'est que ça m'a permis de devenir plus fort, plus beau et plus intelligent. Ah bon? Bah oui, la preuve quand même. Oui, mais elle est partie de très bas. Je m'insurge enfant. Vous avez le service après-vente qui est juste là. Pour la réclamation. Donc voilà. Donc l'idée, c'est un petit peu de vous faire partager mon expérience, mes ressentis sur ces bientôt 20 ans de pratique, pour vous essayer de vous expliciter ce pourquoi c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup sur un plan personnel. Et donc d'une manière très simplifiée et presque humoristique, pourquoi ça permet de devenir plus fort, plus beau, plus intelligent. Tout d'abord, l'aïkido, qu'est-ce que c'est? C'est un art martial. On existe plein. Un art martial japonais. Il en existe encore tout plein. Fondé par Maître Morihei Ueshiba. Alors là, pour le coup, il n'en reste plus qu'un. À savoir qu'avant de devenir Aikido, il existait quelque chose qui s'appelait l'Aikijutsu, même encore avant l'Aikijutsu, il y avait ce qu'on appelait, le plus simple principe, l'Aiki In-Yo-Ho. Aiki, que l'on pourrait traduire par union Ai, union harmonie, Ki, des énergies, ou Chi en chinois, justement, pour les pratiquants de Qigong. Et In-Yo, c'est le japonais de Yin-Yang. Donc c'est ce principe-là. Et c'est quelque part ce principe fondamental d'unicité entre le ciel, la terre et les hommes. Associé à cette notion d'aiki, donc d'harmonie, d'union des énergies.
de sa propre énergie que l'on va harmoniser avec l'énergie de son entourage, de son partenaire, pour avoir une approche strictement guerrière, de son environnement, de manière plus générale. Au début, donc, Daiki Inyo-o, qui est un principe. Au XVIe siècle, on commence à parler de Daiki Jutsu, donc Aiki et Jutsu technique, où là, il s'agit davantage de techniques de combat, plus ou moins des techniques secrètes pour aller au carton, quelque part, et pour être efficace. Il y a eu deux écoles qui se sont scindées. Je la fais courte, ça pourra peut-être même d'ailleurs faire l'objet d'une nouvelle conférence sur les origines de l'aïkido ou qu'est-ce qu'il y avait avant Morihei Ueshiba. Mais donc il y a les deux écoles d'aikijutsu, la Takeda Ryu et la Daito Ryu. De la Daito Ryu, il y a un grand maître, Sokaku Takeda, qui ne fait pas partie de la Takeda Ryu, c'est un piège. Et ce grand maître a enseigné à maître Morihei Ueshiba en 1910 ces techniques d'aikijutsu. Pour l'instant, on est encore sur la phase aikijutsu, technique de combat. À cela, Morihei Ueshiba, là où il a eu quelque chose d'assez innovant, c'est qu'il y a intégré un courant shintoïste. Donc le shintoïsme, c'est un petit peu le taoïsme pour les Chinois. Voilà, c'est le shintoïsme pour les Japonais. Donc c'est plus un courant qu'on pourrait qualifier de religieux, même si les Japonais n'entendent pas tout ça comme une religion, plus comme une manière de vivre. Donc il y a une sous-branche du shintoïsme, une école particulière qui s'appelle Omoto-kyo. Sur ce principe-là, qui se veut être très idéaliste, sur les notions d'amour, d'harmonie, d'union, il a intégré ça à ces fameuses techniques d'aikijutsu qu'il avait appris pour créer l'aïkido. Sur plusieurs étapes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'aïkido est né de ça. Donc, fondamentalement, ce sont des techniques de combat, mais un peu plus quand même. C'est même un art martial, mais un peu plus quand même. Nous, déjà, on commence déjà à percevoir le fait qu'au-delà de la pratique sur un tatami, sur un plan personnel, sur l'élévation de soi, on arrive quand même à toucher quelque chose d'un peu plus élevé. Et d'ailleurs, il y avait une affiche un temps sur l'aïkido, c'est l'aïkido, un art martial noble et élevé. L'aïkido se caractérise d'ailleurs par le fait qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de ceinture, pour se dissocier au niveau des niveaux, et donc pas de notion de confrontation directe, donc absence de compétition, donc pas d'approche sportive, qui consiste à dire je marque des points si je fais tel ou tel élément. Pas de notion de j'ai gagné, tu as perdu, ou inversement. Donc, voilà, il y a un message de paix, une idée de paix et d'harmonie qui a derrière tout ça. Donc à partir de là, sur le plan du développement personnel, c'est aussi pour ça que j'ai intitulé cette conférence de cette manière, sommairement, qu'est-ce qu'on a envie? C'est d'être plus fort, plus beau et plus intelligent. Très sommairement, bien entendu. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est d'être plus fort? Qu'est-ce que c'est que d'être plus beau? Qu'est-ce que c'est que d'être plus intelligent? On va commencer par le commencement. En quoi est-ce que l'aïkido contribue à devenir plus fort? Alors, en l'occurrence, plus fort, ça ne veut pas dire avoir des biscottos hallucinants, de pouvoir casser des briques avec la tête, j'en passe des rivières. Déjà, ça va être de fortifier le corps, également de fortifier l'esprit. Il y aura un travail d'unicité entre le corps et l'esprit, mais déjà, devenir plus fort, c'est fortifier ces deux éléments-là. Et encore une fois, dans la pratique de l'aïkido, on n'a pas besoin de faire des pompes, on n'a pas besoin de soulever de la fonte, etc. Par contre, il faut apprendre, entre guillemets, à dresser le corps pour l'obliger à, enfin, pour nous permettre de le solliciter. Et donc, sur un plan strictement physique, un cours d'aïkido, on se déplace,
on fait des chutes, il y a une préparation que l'on fait en amont où on fait des assouplissements, il y a des techniques où on est amené à se déplacer plus ou moins vite, au rythme que l'on souhaite et dans la mesure du possible, dans la limite de ses capacités. Donc déjà sur un plan physique, rien qu'au niveau cardio, je veux dire, on a mouillé la veste de Kekogi, donc la tenue d'entraînement. Il y a déjà un petit apport à ce niveau. Si on se contentait de ça, on voit ça. Mais bon, c'est toujours mieux quand même. Un grand principe consiste à éviter les surtensions musculaires. C'est pour ça que l'aïkido, on peut le pratiquer à tout âge, et quelle que soit sa condition physique. L'idée étant d'évoluer. La notion de devenir plus fort ne veut pas dire être le plus fort, mais c'est de démarrer à un certain niveau, et puis de monter une marche, puis ainsi de suite, petit à petit. Par contre, on ne va pas directement solliciter la puissance musculaire, d'où le fait qu'on va travailler avec souplesse. On verra après que cette notion de souplesse induit justement cette notion de tranquillité d'esprit, qui est véhiculée par ça. En l'occurrence, cette souplesse va permettre de ne pas avoir à se focaliser, cette surtension va permettre de ne pas se focaliser, de ne pas se bloquer sur un événement en particulier, mais au contraire de bénéficier d'une certaine rapidité au niveau de l'exécution des mouvements, avec un certain niveau de maîtrise justement des techniques, et donc d'améliorer la coordination du corps. Parce que mine de rien, au début, on ne sait pas quel pied avancer, on ne sait pas quel bras avancer. Si on cherche à aller trop vite, ça ressemble un petit peu à rien. Donc, on va travailler justement cette coordination petit à petit. Et ce côté psychomoteur aussi, qui permet, à mon sens, de se rallier à cette notion de je deviens plus fort, je deviens aussi plus adroit. Ça, c'est pour un plan strictement physique. Un peu au-delà de ça, il y a également l'idée d'être à l'écoute de soi-même. Et à un moment donné, de prendre conscience de ses limites et d'essayer de les dépasser un petit peu. Et ça, déjà, c'est essayer d'être un petit peu plus fort que soi. Un peu plus fort que soi-même. Et rien qu'au début, dans un cours, lorsqu'on se met en position en Seiza, je ne vais pas vous le faire ici pour éviter de me salir, mais lorsqu'on est à genoux, on a les articulations qui tirent, on essaie de travailler sur la respiration, ou même lorsqu'on fait de la méditation d'ailleurs, on a des douleurs, des crampes qui commencent à apparaître. L'idée, c'est d'essayer de se détacher de ça. Bien entendu, dans la mesure du possible, parce que sinon, si c'est pour se fusiller les jambes, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Si la pratique devient destructrice, il n'y a pas tellement d'intérêt. Mais on essaie de dépasser un peu ses limites. Il en va de même par rapport aux articulations. Il y a pas mal de techniques qui jouent sur les articulations au niveau du poignet, pas sur des clés de bras, mais sur des immobilisations qui sollicitent l'articulation de tout le bras. L'idée, c'est pas de tomber comme une feuille, de partir comme quand on souffle sur une feuille. L'idée, c'est d'être quand même suffisamment présent et de pouvoir être en mesure d'apporter suffisamment de résistance pour ne pas tomber comme ça. Donc déjà, ça oblige un petit peu à se dépasser. Mais encore une fois, on le fait à partir de son niveau. Et on verra après que l'intelligence de la pratique fait qu'on va tenir compte aussi de ce niveau-là. On y reviendra un petit peu plus tard. Après, justement, s'être dépassé, là on commence déjà à toucher du doigt la volonté, le mental qu'il y a derrière. Et effectivement, l'aïkido, comme beaucoup d'autres arts martiaux, va nécessiter de développer une volonté, une détermination mentale qui soit suffisamment forte pour pouvoir prendre l'ascendant sur son adversaire, entre guillemets, sur son partenaire
de l'étude sur un tatami tel qu'on la connaît aujourd'hui. Et cette forte détermination, elle va passer déjà par un état calme, tout en mettant de l'intention dans son travail. Le corps ne doit pas être une simple enveloppe vide, mais il sera nécessaire de donner du sens en mettant de l'intention, de l'intensité dans ce que l'on fait. Par contre, prendre l'ascendant sur son partenaire, ça ne veut pas dire le dominer, ça ne veut pas dire le détruire, ça peut vouloir dire le maîtriser. Et mine de rien, le fait de devoir se canaliser, ça aussi, ça oblige à se maîtriser, donc à se dépasser, dans un certain sens. D'où l'idée qu'encore une fois, on essaie de devenir un peu plus fort que soi. Et le fait de retenir son coup, par exemple, c'est déjà être un peu plus fort que son instinct primaire. Donc là, ça va apporter quelque chose. Également, le fait de rester calme, détendu, au niveau du corps et surtout au niveau des bras, là où on aura tendance à travailler un petit peu avec les épaules, avec le haut du corps, l'idée ça va être de relâcher ça. Le fait de relâcher, ça va permettre de mieux accepter, de mieux accepter, de mieux comprendre, de mieux intégrer ce qui va se passer autour de soi. Alors, en l'occurrence, par rapport à un adversaire. Michel, par exemple, ou qui est d'honneur que tu es, et sans forcément aller jusqu'à une chute, mais s'il me pousse là, si je suis là, à un moment donné, s'il pousse vraiment trop fort, moi je vais me casser la figure. Et on n'arrive pas à grand chose. Donc l'idée déjà, ça va être de ne pas se bloquer quelque part, ne pas sursolliciter un effort musculaire, merci Michel, pour garder l'ascendant sur l'autre. L'idée, c'est d'avoir l'esprit sur son partenaire. Et pas uniquement développer des gros bras, sinon, comme on me disait très souvent, on prend un gorille, on lui met un gekogi, c'est le champion du monde d'Aikido. L'idée, elle va un peu plus loin que ça. Donc devenir plus fort, voilà, c'est pas développer des biscottos, mais c'est déjà entretenir son corps qui va être quelque part le cheval de l'esprit. Si on n'entretient pas ça, même avec toute la bonne volonté du monde, on ne pourra pas faire grand-chose. A l'inverse, si on n'entretient que le corps, ça ne devient qu'une enveloppe vide. Donc après être devenu plus fort, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? On va devenir plus beau. Alors plus beau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi pour la beauté, c'est quoi? Moi j'imagine dans le sens des valeurs, quelque chose comme ça, quand tu le dis. Non, mais vraiment dans l'absolu, sur un cadre général, pas nécessairement sur un tatami, pas nécessairement dans la vie. La beauté, c'est quoi? On ne fait pas de la philosophie à la petite semaine, hein, je vous rassure tout de suite. Mais la beauté, c'est quoi? Ça va être physique, je sais pas, hors du contexte. Non, mais il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Ouais, hors du contexte, ça va être quelque chose de physique. Moi, j'imagine quelque chose de physique. Yvon? Ah ben moi c'est la drague, et c'est pour ça que à la limite je ferais de l'aïkido. Ceci dit, on a deux exemples dans la salle où ça a marché. C'est bien que mon âge. Alexandra, par toi, la beauté, c'est quoi? L'équilibre global que peut dégager une personne, un équilibre agréable, quelque chose d'agréable, pas tant sur le côté visuel, mais aussi le côté sensitif. Donc, encore une fois, il n'y a pas de... Non, je ne peux pas faire. Mais il n'y a pas de réponse fausse et de réponse bonne. Mais quelque part, cette notion de beauté, elle va toujours intégrer deux choses. Un élément que l'on va considérer et la personne qui est en train de considérer cet élément. Toujours. Il y a la beauté dans l'absolu. Bon, alors après, il peut y avoir des
philosopher des heures et des heures, mais la beauté dans l'absolu, est-ce qu'on peut la considérer? Ça paraît difficile, c'est toujours en fonction du regard qu'on va apporter sur cet élément. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que quelque part, cette beauté, elle va provenir de la relation que l'on va avoir entre soi-même et les autres, et son environnement. D'où cette notion d'harmonie, d'union, d'unicité. Ai, qui, union des énergies, harmonie des énergies. Et quelque part, cette beauté, que l'on peut aussi qualifier de charisme éventuellement, ça peut rentrer aussi dans cette image-là. Elle va être, en fait, qu'on trouve une fille un peu jolie, par exemple, ça va être un tableau que l'on va considérer comme beau, parce qu'il nous évoque quelque chose, etc. Parce que tu la mets dans l'acte, l'intention. Pardon? Tu peux la mettre dans l'acte, le geste, l'intention, la beauté. Également. La beauté, c'est en du bien, la beauté pour moi. Également. Des choses bien. Ça va être lié aussi à la... partenaire, toi-même aussi, quand tu agis, du seul. Ça va être lié aussi à la considération que l'on va apporter à la personne que l'on a en face. Tu amènes du bien-être, tu amènes du... Si là, j'étais en train de vous faire la gueule, vous ne direz pas, ce mec, il est très beau. Les gens qui sont pas très bien, du charme, la beauté intérieure. Après, c'est laissé à votre libre jugement. Donc, quelque part, cette notion de beauté, à mon avis, elle est fortement liée à cette notion d'union d'harmonie. D'ailleurs, dans le shintoïsme, on considère véritablement que quelque chose de beau, c'est quelque chose d'harmonieux. Tu prends la création, c'est joli. C'est beau. Ça te fait l'harmonie, parce que tu es dans la création. Et c'est peut-être ça aussi qui va permettre d'évoquer quelque chose et que l'on ne se retrouve pas sur un marasme sur tout et n'importe quoi. Utile en plus qui sert à quelque chose, qui peut faire quelque paraître. Oui, bien sûr. C'est difficile, la beauté absolue, qui peut en parler, franchement. Alors après, cette notion d'union et d'harmonie, bon, c'est un principe qui est bien, hein, qui n'est pas propre à l'aïkido d'ailleurs. C'est pour ça qu'on peut retrouver ça en dehors d'un tatami. Et puis on peut le retrouver dans d'autres pratiques d'ailleurs, voilà, dans la peinture, dans tout le milieu artistique. Mais encore une fois, l'aïkido, c'est un art martial. On retrouve aussi cette notion de beauté. Oui, c'est vrai que beauté, c'est dire que ça plaît. Oui. Simplement. Du moment que ça me plaît, c'est que c'est beau. Oui, mais ça dépend aussi des critères que tu as. Oui, non, mais c'est ça. Du moment que ça me plaît, Pour toi, oui, mais ça ne peut pas être beau pour quelqu'un. voilà, non, Donc c'est en fonction des critères personnels. C'est pour ça que ça reste toujours quelque chose Voilà. d'assez subjectif. C'est pour ça qu'on dit que la beauté est dans le regard de celui qui regarde. Les pour des trucs beaux possibles. Cette notion d'union d'harmonie, elle va, à mon sens, se faire à deux niveaux. Déjà, vis-à-vis de soi-même. Parce que si on n'est pas en harmonie avec soi-même, c'est compliqué. Même si ça peut paraître simple pour un néophyte, je pense que dans la salle, vous savez tous que c'est pas si évident que ça d'être en harmonie, en équilibre, en unité avec soi-même. Déjà, pour ça, il faut commencer, à mon avis, à avoir un esprit calme, serein, détendu. On retrouve cette notion de travail du corps qui consiste à travailler de manière décontractée. Mais le fait de travailler, d'avoir un corps décontracté, ça permet aussi d'avoir un esprit décontracté. L'inverse se retrouve d'ailleurs. Cet esprit décontracté est donc justement pas perverti, entre guillemets, par une volonté de prendre l'ascendant, enfin de prendre le pouvoir sur l'autre, de dominer l'autre, d'écraser l'autre. Et donc cet esprit qui va être plus serein, va pouvoir être donc non dispersé, va pouvoir rester centré et axé. Encore une fois, Michel, s'il me saisit très fort et que moi je veux faire quelque chose, si je suis là et que je me disperse,
ça va être compliqué. Si de dos, si je reste ici, que je cherche à monter là, je vais finir par me péter les épaules. Car à un moment donné, si je reste dans mon centre, ça devient beaucoup plus simple. Et là, le travail d'aïkido, il va s'apprécier sur un plan technique. Merci Michel. Il va s'apprécier déjà sur un plan technique en travaillant ces éléments-là. Si je me disperse, bon bah là c'est au plus fort qui gagne. Mais l'idée c'est quand même d'aller au-delà de tout ça. Donc l'intérêt du travail du corps, rester centré, permet de garder un esprit centré. Cet esprit centré et axé, c'est un corps qui n'est pas comme ça, par exemple. Qui ne va pas être complètement envoûté, complètement perdu. On travaille de... On parle de Shisei. Shisei, la posture. Une posture droite. Qui permet d'ailleurs de favoriser la circulation de l'énergie à l'intérieur de soi. Parce que si vous êtes tout recroquevillé, l'énergie plus difficilement circule. Donc tout ça, voilà, c'est sur un plan technique et sur un tatami, c'est ce qu'on va travailler pour justement permettre d'être en harmonie avec soi-même. Cette harmonie avec soi-même permet donc de favoriser, de sublimer son propre soi, son propre moi. Ceci dit, la personne hyper affirmée, qui se sent bien dans sa peau, etc., qui va sur un carrefour, qui se met en plein milieu, qui se dit « Ah ben, je me sens vachement affirmé, vachement bien », pas tellement d'intérêt. L'union, l'harmonie, si elle se fait juste à l'intérieur de soi, c'est pas suffisant. Il faut bien qu'il y ait un contact, qu'il y ait un échange, qu'il y ait un partage. Ce partage, il se fait avec un partenaire à l'aïkido, avec 2, 3, 6, 10 partenaires à l'aïkido aussi, lorsqu'on fait des randonnées. Il se fait avec son environnement en général, avec son environnement de tous les jours, que ce soit avec ses collègues de travail, avec la caissière du supermarché avec qui on est en train de, avec qui on va discuter ou plaisanter sur une bêtise, avec tout son environnement, avec son patron qui à un moment donné nous prend la tête, bah, on est en relation toujours à ce niveau-là. Quelque part, ce travail d'harmonie, bah, il doit se faire avec tout cet ensemble. La personne en elle-même s'affirme, elle s'affirme dans un certain espace, dans un certain univers. Et l'aïkido, tel qu'il était souvent présenté par Morihei Ueshiba, ça consiste à ne faire qu'un avec l'univers. L'univers dans le sens environnement qui nous entoure. Et au niveau de la pratique, c'est assez, ça va être assez facilement tangible. Si j'ai fait venir Michel, c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais pas vous montrer ça tout seul. Sinon, ça n'aurait pas vraiment de sens. C'est bien parce qu'il y a quelque chose que l'on arrive à créer cette union, cette unicité, cette harmonie. Il faut au moins être deux pour être harmonisé. Donc tout ça, à mon sens, voilà, c'est quelque chose qui permet de favoriser cette beauté, ce bien-être intérieur, le fait qu'on se sente bien, tout simplement. Encore une fois, ça ne doit pas y avoir une distorsion avec cette notion de maîtrise de l'environnement. Devenir plus fort, ce qui va permettre de maîtriser son environnement, mais pas de le détruire dans l'œuf. Ça doit être quelque chose de plus créatif, pas destructeur. En japonais, on parle de kimusubi. C'est l'unicité des ki, donc des énergies, qui va permettre la création. En l'occurrence, la relation homme-femme qui va permettre la création d'un enfant, par exemple. Kimusubi, ça va introduire cette notion.
Bien évidemment, tout ça, si on a cette volonté de vouloir prendre le pouvoir, de dire « toi t'as perdu, moi j'ai gagné », là on pêche un petit peu par orgueil. Et on souille un petit peu sa beauté, son image, avec de l'ego. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident toujours à mettre de côté, on est bien d'accord. Mais tout ça, ça rentre dans ce cadre. Et encore une fois, le fait que dans l'aïkido, il n'y ait pas de compétition, donc pas ce rapport de force, ça entraîne justement cet état d'esprit-là. Pas absolument vouloir vaincre son partenaire. Au contraire, on évolue tous ensemble. Maître Ueshiba, je suis comme ça, avait vraiment une vision très idéalisée de la pratique de l'aïkido, et enfin, du moins de sa pratique du shintoïsme ésotérique, quelque part, qui correspondait à son courant shinto. Et donc, tout ça, c'est partager justement des valeurs d'amour, d'harmonie. À mon avis, ce sont des choses qui, même dans l'absolu, c'est quelque chose de beau. D'où l'intérêt d'essayer de les mettre en œuvre. Donc on est devenu plus fort, on est devenu plus beau, qu'est-ce qu'il nous reste? Être un peu plus intelligent, ça pourrait être pas mal. L'intelligence, pareil, c'est pas parce que vous allez faire de l'aïkido que vous allez avoir le QI d'Einstein. Désolé pour ceux qui l'espèrent. Comment est-ce qu'on peut définir cette intelligence, enfin, du moins cet élément que l'on acquiert et que l'on peut considérer comme bien plus intelligent, c'est quelque part le fait d'accroître sa vivacité d'esprit, sa disponibilité d'esprit. C'est ce qui va nous permettre de prendre en compte, si je raisonne de manière très cartésienne, de prendre en compte différents paramètres de son environnement pour s'adapter par rapport à ça. On va très vite toucher du doigt les notions de stratégie martiale dans les arts martiaux. La notion de stratégie sur un champ de bataille, ça restait quand même quelque chose d'important, parce qu'on n'allait pas faire une guerre comme ça, sans y avoir réfléchi. Donc quelque part, une intelligence à avoir à ce niveau. L'art de la guerre, et donc justement cette stratégie martiale, elle va résider, selon Sun Tzu, dans l'art de la paix. C'est pareil en fait, l'art de la guerre et l'art de la paix. C'est pas un art de combat, c'est l'art de la guerre. Et en l'occurrence, un adversaire, si on le détruit, on détruit des ressources potentielles. C'est dommage. En l'occurrence, on décrit parfois sur les champs de bataille, avec une hallebarde, on essaie de trancher les jambes des chevaux. De rien, si on dégomme du cheval, c'est un peu dommage pour les concerner, par exemple. Si on met à feu et à sang des villages entiers, c'est dommage, je fais des bâtiments qu'on détruit, qu'on ne peut pas réutiliser. Et puis mon ennemi, est-ce que je ne peux pas essayer d'en faire un allié? Tout ça, ça nécessite justement une certaine forme d'intelligence. L'aspect primitif consisterait justement à dire, je casse tout, je roule dessus, et puis on n'en parle plus. Donc quelque part, il y a quelque chose d'un petit peu plus évolué de tout ça. D'où, si je reviens sur la pratique de l'aïkido sur un tatami, et comme tout on a dit jusqu'à présent, cette non-violence qu'il y a dans la pratique, dans l'exécution des techniques, et cette non-volonté de vouloir absolument battre l'autre. Également, comme on l'a dit également, il y a une absence de confrontation directe. Michel, je t'en remets une dernière. C'est un plaisir. Donc là,
Il est très fort, il est très solide, il a ma main. Il est très costaud, c'est difficile. Voilà. L'intelligence, elle est là. C'est que si je suis focalisé à se dire « Ah mon Dieu, il va pris mon bras, je suis foutu », alors on a bloqué son esprit, on s'est mis des œillères. Mais on a oublié que c'est ça qui fonctionne, et ça qui fonctionne, etc. Lui, par contre, qui s'est focalisé sur mon bras, il ne peut plus faire grand-chose. L'intelligence, elle va être aussi là-dessus. Sur le fait de ne pas se focaliser, de ne pas se mettre des œillères. Et donc, de conserver une vision d'ensemble de son environnement. Et pas se focaliser sur une seule partie. Sinon, on s'emprisonne, justement. L'intelligence aussi, elle est quelque part là-dedans. De prendre en compte tous les éléments. Prise en compte de tous ces éléments est fortement facilitée par les notions d'harmonie, de soi, vis-à-vis de son environnement, justement. Donc, quelque part, tout se lie, tout s'imbrique. Également, ça va induire une forme de lâcher-prise, parce que, pareil, la personne, s'il saisit ici, ou alors s'il attaque avec un couteau, ou je ne sais quoi, si je suis là à me dire, mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe, c'est là qu'on va prendre l'ascendant, justement, sur moi. Donc c'est pas bon. L'idée, à un moment donné, de faire abstraction de ça, pour justement aller là où il faut aller, sur l'objectif. On a la coutume de dire que ce qui est dangereux, c'est pas le couteau, c'est le gars qui est en train de l'utiliser. Donc si je suis focalisé sur le couteau, je ne résous pas le problème. L'idée, c'est quand même d'aller sur la personne qui est en train de s'en servir. C'est lui que je dois neutraliser. Ça, là, je reste sur une approche entre guillemets guerrière avec une certaine forme de confrontation, mais c'est pour percevoir qu'ensuite, sur la pratique, sur un tatami, voilà, ce sont ces éléments-là que l'on travaille au travers de la simple exécution d'une technique. Parce que, bon, si l'aïkido devait se limiter à la bonne réalisation d'une technique, pareil, on voit que la surface de l'iceberg. L'intérêt, c'est d'aller un petit peu plus loin. Également, l'idée, c'est, même si on est devenu plus fort, l'idée, c'est d'essayer l'intelligence, ça va d'essayer de minimiser l'effort à fournir. L'aïkidoka est feignant, ou tout du moins partisan du moindre effort. Et donc, non seulement, c'est de faire en sorte de taper là où ça fait mal, d'où les points vitaux. On va essayer d'agir sur des points qui sont, qui revient là par exemple, qui a jamais pratiqué. Donc il est grand, il est costaud, il est grand en plus. Je veux dire, à un moment donné, j'aurais beau taper ici comme un malade, bon, au bout d'un moment il va peut-être en prendre marre, il va m'en coller une, mais bon, je ne serais pas arrivé à grand chose. On va beaucoup agir par exemple sur des comment ça s'appelle, sur des articulations déjà qui sont sensiblement plus fragiles. À un moment donné, tiens, montre-toi là. Un peu mieux. Si je suis juste là, et encore une fois, il est grand, il est bien bâti. C'est un argument. Et là, je veux dire, j'agis juste sur le petit doigt. Hein. Et j'y mets pas de force. J'ai pas besoin que c'est. Non, tu forces pas en plus. Ouais. Mais pourtant, ça remonte de suite. Il y a de l'effet. Ouais. Donc l'intelligence, merci. L'intelligence, elle doit être aussi là-dedans. C'est que quelque part, si je roule sur mon partenaire, si je ne cherche pas une certaine forme d'efficience, et si je cherche uniquement de l'efficacité, bah, c'est pas très judicieux. Je vais déployer une énergie pas possible pour arriver à quelque chose où au final ça peut être très simple. On nous donnait souvent aussi cette image de la personne qui va envoyer un obus, plutôt que de le prendre avec ses mains et d'essayer de le jeter aussi loin que possible, on met dans un camion, on appuie sur un petit bouton et ça part. Partisan du moindre effort.
ça, il faut faire tourner aussi ces ménages. D'où l'idée d'où cette notion de plus intelligent. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour par rapport à ces différents points, du moins par rapport à ces différents éléments qu'apporte l'aïkido. Bon, c'est pas évident de formaliser tout ça, parce que ça reste quand même très abstrait sur un simple discours. Ceux qui connaissent pas, le plus simple c'est d'essayer, ou du moins c'est de ressentir les choses. C'est lorsqu'on les vit que justement on prend conscience de tel ou tel élément. Après on peut qu'essayer de montrer la porte et de vous montrer qu'elle est belle cette porte. Et la salle qui est derrière, elle est magnifique. Mais après, il n'y a que les non-initiés. Enfin, pour les non-initiés, il n'y a qu'eux qui peuvent effectivement aller jusque-là. Pour les pratiquants d'aïkido, encore une fois, si on se contente d'une simple exécution technique, on passe à côté de plein de choses qui sont plus profondes, plus intéressantes, plus évoluées et élevées. Donc, il est important, à mon avis, pour que notre pratique ait un sens, qu'on réussisse à intégrer un petit peu tous ces éléments-là. Et de comprendre qu'effectivement, quand on est sur un dojo, ben, on est en train de devenir un petit peu plus fort, un petit peu plus beau et un petit peu plus intelligent. Avez-vous des questions? Tu peux dire que l'aïkido est un art de vivre. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Dans le sens que cette notion, la voie Aiki, ça, à mon sens, ce sera un art de vivre. L'aïkido, ça va être une étude directement. La notion d'aïki, pour moi, peut et doit être autant que faire se peut un art de vivre. Et on fait, vous qui avez jamais pratiqué d'aïkido, en fait, quelque part, vous en faites sans le savoir. Justement, en étant en harmonie avec votre entourage, rien que ça, Aiki, c'est harmoniser les énergies. Ce que l'on pratique dans l'aïkido sur un tatami, ça paraît assez éloigné étant donné qu'on fait des techniques et de loin ça paraît des techniques de combat. Il y en a beaucoup qui vont nous demander votre sport, c'est un peu comme du self-défense. Ou pas. Après, voilà, à mon sens, l'aïki, ça peut devenir un art de vivre dans le sens où on a intégré que ce qu'on étudie sur un tatami en faisant des techniques, et ben, au final, c'est la même chose lorsque je suis en train de me prendre la tête avec mon patron ou avec un client. Soit je suis en confrontation directe, soit j'ai l'intelligence d'esprit d'aller dans son sens pour le mener là où je veux. Ou du moins, là, on va vouloir le citer tous les deux au final. C'est dans ce sens-là que Mori Ueshiba a une vision très idéaliste. C'est que s'il y a harmonie, tout le monde va dans le même sens. Donc il n'y a plus de contrariété. Et ça, l'absence de contrariété est quelque chose d'assez important dans la pratique de l'aïkido. Mais cette contrariété, ça va être lorsque je suis saisi absolument à un endroit, ça va être lorsque mon patron ne veut pas me donner une augmentation. Discuter avec lui, d'essayer de comprendre ces éléments-là et puis de faire en sorte qu'il ait compris les éléments pour qu'au final, on puisse aller dans un même sens. C'est sur un intérêt commun. Donc, on fait de l'aïkido sans le savoir. À mon avis, pour un quiz, ça peut devenir un art de vivre si justement on a cette idée-là en tête. Parce qu'on peut aussi avoir une attitude un petit peu plus je m'en foutiste, qui consiste à ne pas prendre en considération justement les autres, à s'affirmer soi et puis c'est tout. Là effectivement, on met de côté justement cette notion d'aïki. À mon avis, c'est dommage. Et chacun agit comme il l'entend de toute façon, mais voilà. Oui, pour moi, ça peut être considéré comme un art de vie.
C'est-à-dire que ça mise en application des principes de l'aïkido dans la vie de tous les jours qui fait que ça débouche sur un art de vivre. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un art de vivre, parce que ça met du respect en même temps. Il y a une violence qui arrive en face de toi, mais toi tu vas prendre, tu n'as jamais été cette violence, tu la calmes, tu la canalises. La personne, tu la protèges même, en même temps c'est méchant. Et toi-même tu t'assouplis et tu apprends à bouger. Tu vas voir les choses différemment, apprendre aussi à faire, avoir plus de douceur, plus de souplesse dans cette façon de voir, cette façon de bouger, dans cette façon de penser. Pourquoi pas? Mais voilà, l'aïkido, ça va pas être uniquement la mise en application de techniques de combat. Ça ne détruit pas, au contraire, ça participe à canaliser les choses. À titre d'anecdote, vendredi dernier, avec le cours pour enfants à Villeurbanne, il y a un petit de 10 ans qui m'a posé la question monsieur, mais vous avez déjà fait la guerre? Non, j'espère bien ne jamais avoir. Il me dit monsieur, vous êtes déjà battu? Non. Et quelque part, j'espère que j'en ai jamais besoin de. Pourtant, je pratique un art martial depuis bientôt 20 ans. Ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais effectivement, non, on va parler de style. Parce que l'aïkido, ce qu'on apprend, c'est de mettre quelque chose d'un petit peu plus évolué que de la simple technique de combat. Tiens, je t'ai entraîné comme ça, je mets un coup comme ceci, etc. etc. Je pense que c'est lorsqu'on a intégré cet élément qu'on arrive à considérer ça comme un art de vie. Une question plus simple. Tu as parlé de Dan. Oui. Donc, comment ça se passe Bon, alors. Ça m'a intrigué parce que. Il y a une codification. Il faut savoir, pour expliciter un petit peu la pratique de l'aïkido en France, il y a 2 fédérations en France, FFAB et 2F3A. Dans le monde, il y a d'autres fédérations d'aïkido qui permettent de donner un cadre un peu légal au niveau national ou au niveau européen dans certains cas. Pas européen, au niveau continental dans certains cas. Les passages de grade, nous, à la FFAB, et également à la 2F3A, même si c'est quelque chose qui génère assez régulièrement des tensions entre les 2 fédérations, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, bon, c'est à titre anecdotique, mais en même temps ça se vérifie et chacun le savent le souligner. C'est pas gênant de l'expliciter comme ça. Il y a des Q, donc ce sont des grades Q qui vont du, je dis pas de bêtises, du 7e quand on est tout débutant, MOQ, qui va en 7e, puis après 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 3e Q. C'est en fonction d'année ou tu as des passages, tu as des niveaux? Ça, ce sont des passages de grade qui vont se faire au sein du club, face aux professeurs. Oui, voilà, c'est comme un gros devoir, un peu comme des partiels. C'est un peu nos partiels d'aïkido. Où on va nous demander d'exécuter telle technique, telle technique, telle technique, telle technique. Donc bon, il y a quelque chose de bien codifié derrière, avec des noms de techniques, des formes bien précises. C'est quelque part ce qui va permettre de mettre en place une méthode d'étude. L'examen qu'on passe devant tous les autres pratiquants. Évidemment. Et qu'il est important d'obtenir pour pouvoir payer un coup à boire quand on a passé cet examen. Donc jusqu'au premier Q, ça se passe au sein du club et devant le professeur. À partir du premier Dan, donc ce que l'on pourrait considérer comme si on pouvait parler d'équivalence avec des ceintures et l'équivalence d'une ceinture noire, à partir du premier Dan, ça se passe devant un jury. Ça a lieu 2 fois par an, même si en général, en raison du nombre de personnes qui présentent leur grade, ça se passe plus souvent 1 fois par an, devant un jury, où il nous demande d'exécuter telle technique, et en fonction du grade qu'on est en train de passer, ils vont être plus ou moins exigeants quant à la bonne réalisation de cette technique. Aujourd'hui, le passage de grade, c'est ça. Je suis extérieur au club. Voilà. Bon, on peut épiloguer en autant sur l'intérêt du passage de grade par rapport aux écoles traditionnelles où les grades ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça s'inscrit plus dans un contexte fédéral pour essayer de mettre la carotte au bout du bâton pour les débutants.
Pour le plus confirmé, ça va lui permettre, entre guillemets, de se situer. Oui, voilà, on a besoin C'est de vrai, peut-être ça- aussi se situer par Puis je rapport veux dire, à ton travail à toi. à une époque, j'ai pratiqué dans les Vosges, où il y avait une OMS, donc Organisation municipale des sports, qui prêtait des salles vis-à-vis de l'OMS et BND, regardez, Oui. on a eu des grades Voilà. cette année, on s'occupait des jeunes, pas des jeunes. Après, il y a une reconnaissance. Comme il y a un cadre de fait de la fédération, il y a une reconnaissance par l'État de ce cadre-là. Mais eux, au ministère des Sports, l'aïkido, c'est pas vraiment leur priorité. Et dire, bah tiens, un tel c'est un grand maître, un tel non. Eux, ils voient du papier à longueur de journée, donc effectivement, pour codifier, on va dire, tiens, tel grade, tel grade, tel grade. Par rapport à ce que disait Gandal tout à l'heure en entrée, quand on parle des Q sur le tatami, ça se voit pas. Tout le monde a une ceinture blanche. Dès qu'on discute des grades Dan, éventuellement sous son akana on porte une ceinture noire, et moi je ne porte pas. Ça se voit pas. On ne voit pas si c'est le premier Dan ou le sixième Dan. On l'extériorise pas. On l'extériorise pas. L'idée, voilà, c'est pas. Non, mais ce qui est bien, c'est que bon, je pense que c'est pour faire le bilan soi-même, savoir où on en est. C'est vrai qu'au Qigong, on fait du Qigong, c'est vrai que c'est pas par rapport aux autres, comme tu disais, c'est pas pour dire que je suis mieux, je suis voilà, pour savoir faire le point où j'en suis à l'heure actuelle. Et ça aussi, il faut pondérer aussi, parce que quand on passe devant un jury, il y a un juge de notre fédération, un juge de l'autre fédération, ils n'ont pas les mêmes En plus, critères. ouais. Donc après, je veux dire, personnellement, je trouve que ça a aucune valeur. Et si l'un des deux n'est pas d'accord, tu ne vas pas ton grade. Oui, C'est ça. Donc, il y a deux écoles Il y a des différentes. guerres un peu. Donc pour ça qu'à un certain moment, je pense, c'est dans ton club, dans le stage que tu fais, tu arrives plus à te mesurer. Et pour moi, un grade, d'ailleurs je connais des 5e dan, pour moi c'est même pas les 2e clous, c'est pas les 5e dan. C'est mon jugement. D'accord. Ce qui Pour peut être un Oui, mais autre, après, ce sera encore plus haut. Ce qui peut être intéressant par rapport au passage de grade aussi, c'est un petit peu l'objectif qu'on se donne et donc cette volonté de vouloir être plus fort que soi. Oui, Cet objectif, on se dit, tiens, je vais aller présenter mon troisième dan. Ça ne veut pas dire que le jour où je l'ai, je suis devenu Non, mais c'est dans un ce sens-là. kaku. Mais par contre, pendant tout ce temps où on se prépare à passer son grade dan, Voilà, c'est ça. et ben non seulement on fait particulièrement des efforts pour essayer de se corriger, pour s'appliquer, etc. Mais en plus, il y a un côté un peu fédérateur là-dessus. Pascal qui est en train de passer son deuxième dan. Bon bah on a tous pour instruction de dire il faut qu'on fasse travailler Pascal. Voilà. Donc il y a une espèce d'émulsion de groupe qui va se générer. Après on. C'est bien. Voilà. Mais après, c'est Comme ça, grand. ça veut dire on va jouer le jeu. Mais c'est pas. Oui, c'est pas primordial, on va dire. C'est pas une histoire de se mettre absolument la pression, pas possible, et pas endormir la nuit parce qu'on passe un examen, etc. etc. Je connais un autre exemple. Il y a eu une fois un passage de grade, c'était au niveau 3e dan. Puis il y a eu un reconnu dans la fédé, je ne sais pas son nom. Il a eu tout un groupe, il avait peut-être 12 personnes. Mais il a donné les grades à personne. Je veux dire, à un certain moment, tu te dis, bah, c'est peut-être le juge qui t'a à remettre en cause, c'est pas tous ceux qui ont préparé leur passage. Parce que tous ceux qui étaient devant lui ont été tirés au sort, pour dire, ils venaient de tous horizons, et pourtant il n'y en a pas un qui l'a eu. Pour apprécier un La jugement. question, ce qu'on te demande, c'est un référentiel, c'est pas que tes niveaux, tu dois savoir faire telle technique. Technique, d'accord. Voilà, c'est ça. Des gens qui sont Et connus. il y a pas, c'est pas par exemple comme au judo où il y a une partie, alors je crois qu'il y a une partie avec des katas, c'est peut-être au karaté ça. Il y a une partie, au karaté, une partie kata et une partie combat, compétition. Tu peux faire que kata ou que combat. Où il y a ça, mais bon, en plus on a des systèmes de points, d'équivalence, etc. Bon après ça devient une soupe interne, quelque part. Aujourd'hui dans l'aïkido c'est ça. On a un qui attaque,
et qui se retrouvera au sol. Et l'autre qui exécute la technique. Aujourd'hui, un personnage de grade sort, c'est ça. Other questions? Je sais pas le dire en japonais. Juste, c'est pas une question, c'est un sujet de réflexion que disait Morei Yoshiba. C'est-à-dire être Aiki, c'est savoir être présent au présent. Maintenant, je vous laisse serment. Faisons ce que vous voulez. Coefficient 5. C'est très zen. Il faut répéter là, mais comme si j'avais 2 ans. Ah, c'est vrai qu'après, la notion d'aïkido, je pense, contrairement à beaucoup d'autres arts martiaux, ou du moins contrairement à un simple art de combat, c'est qu'on va intégrer beaucoup de notions qu'on va retrouver dans la méditation, dans les arts énergétiques, tout ça. Alors, En le fait, Qigong, en principe, on doit être aussi un petit peu dans ce domaine-là. Non, mais c'est vrai. Mais le Qigong, souvent les gens, par rapport à vous, le Qigong, comme on a déjà parlé à plusieurs reprises, ils viennent là comme on va faire de la GU, quoi. Ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, que c'est une façon de vivre aussi, une façon d'être. C'est pas qu'une activité de bien-être. Voilà, ils ont du mal un petit peu à comprendre qu'il y a autre chose. Il y a du travail aussi, hein, pour arriver à quelque chose, il faut travailler. Et puis c'est une façon d'être très présent, très aligné, comme on dit toujours, très aligné. Et là, on a du mal un petit peu à communiquer. Je pense que c'est pas la même population peut-être. Il y a une problématique, par exemple, qui a été régulièrement soulevée pour le Qigong, c'est cette notion de respect du dojo, du tatami, de l'endroit où on va pratiquer. Et c'est vrai que ce que l'on appelle en japonais Reishiki, donc l'étiquette, ça va être, pour venir un petit peu par rapport à... Donc je donne des billes supplémentaires par rapport à ton sujet de méditation. La notion de Reishiki qui consiste à dire je rentre dans la salle, déjà je salue la salle. Puis ensuite je monte sur le tatami, je salue l'espace. Puis on se met en seiza, donc à genoux, puis on salue le Kamiza, le fondateur. C'est parce qu'il a été là qu'aujourd'hui nous on est là. Et puis on salue le professeur parce que c'est parce qu'il est là que nous on peut être là aussi, etc. etc. Cette notion il y a non seulement cette notion de respect vis-à-vis de son environnement, mais également ça va être à ce moment-là où on va pouvoir se recentrer, être présent à l'instant présent, c'est-à-dire que toutes les petites ou grosses contrariétés qu'on a eues de la journée, qu'on a vécues la semaine, etc., on aura bien évidemment pris soin de les laisser dans le vestiaire avant de rentrer et de rentrer entre guillemets dans ce moule, dans ce rituel quelque part qui consiste à dire je salue, je me mets en position, je bouge pas, mokuso, concentration, on est présent à l'instant présent. Et puis ces petites contrariétés là qu'on a laissées qu'on a pris soin de laisser en dehors du tatami, peut-être qu'avec un peu de chance, lorsqu'on va sortir du tatami, elles n'y seront plus. Pas toujours. Mais bon, c'est à mon avis cette occasion-là, mais qui n'est pas forcément propre à l'aïkido, parce qu'encore une fois, au Qigong, ça peut être aussi... on peut aussi intégrer cette notion au karaté, au judo, au taekwondo, enfin... Après, tout dépend comment est-ce qu'on pratique. Et encore une fois, est-ce que l'on fait uniquement de la technique? Est-ce qu'on fait seulement du combat? Ou est-ce qu'on ne va pas essayer d'aller chercher quelque chose qui vaut dessus? Oui, moi ce que j'aime bien comme dans l'aïkido par rapport à d'autres sports de combat, comme la boxe, le karaté, le judo, la boxe thaïlandaise, c'est qu'on vient pas pour casser l'eau, pour frapper, pour démolir, tout simplement. On vient, on travaille, on frapper, bon. C'est sûr que l'autre nous défend, on se protège à nous-mêmes. C'est la première chose qu'on fait. Mais celui qui est en face, on ne démolit pas. On le calme. Pas d'agressivité en fait. On le met dedans, on le terre, on le la canaliser ta violence, on manque à toi, qu'est-ce que tu fais? On commence, on continue, on s'arrête. C'est ça que j'aime bien. C'est à rappeler une certaine paix, une sérénité, tout simplement. La bienveillance, si vous voulez. De plein de choses. Et alors, toutes ces choses-là, si elles ont
été profitable, pour pas que ce soit pas profitable, d'autres personnes qui essaient. Il y a Michel qui vient aussi. Mais par contre, encore une fois, tout ça, là, tout ce qu'on a évoqué ici, toute cette profondeur, elle n'est pas spécifique à l'aïkido. L'aïkido n'a pas le monopole de... Oui, bien sûr, oui. L'aïkido, ça demande d'avoir plus loin que les sports, les combats simples. C'est une spiritualité, une force, une personne, une transcendance, une force d'âme, si on peut parler. Comment ça dépend de la personne aussi. Voilà, donc ça permet toujours d'évoluer à son niveau, à sa vitesse, à sa mesure, sans chercher à être plus fort que l'autre, c'est sûr. On se place, on existe. On va aller voir un écart. Ah, il n'y a pas de fait. C'est dommage. Saucisson, petit rouge. Il y a du café. C'est vrai que ça tend facile à expliquer. Pendant 2h30, on est dans un autre espace-temps. On est ailleurs. C'est ce que Gandalf disait à sa manière. On laisse les soucis. On a tous eu. Chacun des soucis. On laisse ça dehors. Et pendant 2h30, ou 1h30 ici, on est ailleurs. Il part un peu pour ça. Oui, aussi. Partage avec les autres. Et ça, voilà, sur Qigong, Shiatsu ou autre, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Au titre que lorsque tu rentres à la pagode, voilà, pareil, tu laisses ça de côté, et puis tu rentres dans cet autre monde. Parce que le Qigong, on cherche son bien-être, quelque part aussi, un équilibre. Oui, tout à C'est fait. ça, mais dans l'équilibre, simplement, en même temps, Ça se rejoint, là, dans son on travaille, il y a déjà toutes ces choses-là, on C'est aussi en essentiellement basé s'en sur les énergies. quand même, Alors que en étant l'équilibre, il y a les énergies avec le plus c'est pas plus physique. mais tout ce qui compte, C'est un peu C'est plus personnel, on va dire. Comme tu travailles, on va dire tout seul. Alors que l'aïkido, tu as besoin de l'autre, tu as besoin de... Voilà, c'est par rapport à l'autre. Le Qigong, c'est plus individualisé, on va dire. Bah, si tu veux pratiquer. Mais bon, le but de pratiquer le Qigong, c'est pour être bien aussi, être beau aussi dans le sens... être bien dans ta tête, dans ton corps, voilà. Et c'est vrai, mais c'est plus personnel, alors que vous êtes, on va dire, à deux, vous travaillez ensemble. Alors que nous, on va travailler, on va dire, c'est plus on crée de la sympathie. Alors ceci dit, c'est vrai qu'au Qigong, à plusieurs reprises, vous travaillez justement en groupe, et vous le ressentez vous aussi, cette intensité, lorsque vous n'êtes pas seul dans votre coin à le faire, et que justement il y a un effet de groupe sur un plan énergétique. C'est des choses que vous êtes aussi amenés à travailler. On travaille Qui sont intéressantes justement, parce que là on n'est pas justement en harmonie uniquement avec soi, mais là en plus on prend en compte l'environnement. effectivement c'est une autre façon, parce qu'on est à l'écoute, quand on anime des petits groupes comme ça, c'est vrai qu'on essaie d'être en harmonie tous ensemble, et puis après bon, dans le sens bienveillant aussi, en disant on va t'apprendre, on va apprendre à l'autre aussi, puisqu'on est plus ancien, on va apprendre à l'autre. Alors il y a une harmonie qui se fait dans le groupe, on peut être bienveillant vis-à-vis de l'autre aussi, pour expliquer ce qu'on sait. C'est vrai, On ne garde pas de voir, voilà, nous on appuie, on redonne ce qu'on voilà, appuie, on doit simplement, expliquer ce qu'on on partage, sait. on prend Ce qui est intéressant aussi, il y a des échanges. Puis de toute façon, si tu crées d'abord l'harmonie en toi, parce que si tu veux changer quelque chose, c'est d'abord toi, ce que tu vas pouvoir changer, c'est tout autour de toi. Donc, c'est le même esprit, de toute façon, c'est tiré, bien que le Qigong aussi, c'est tiré d'arts martiaux. Voilà, donc après les gens viennent mettre tout à fait. Le Tai Chi Chuan, après. Non mais c'est ce qui est important, c'est ce que tu disais aussi, c'est accepter que l'autre personne vienne mais pas pour la même chose que toi. C'est ça. Voilà, lui il vient ou elle vient qu'une heure par semaine, elle ne travaille pas chez elle ou chez lui, et voilà, ça permet aussi de dire bon faut que j'accepte. Chacun ses motivations. S'ils viennent là, c'est peut-être qu'ils ont envie de quelque chose aussi, alors peut-être pas comme nous. Chacun a... Mais je dis c'est bien, ils viennent même si c'est qu'une heure par semaine, là, c'est peut-être la petite graine qui va quelque part, qui ils va vont faire découvrir quelque chose. Donc ils vont voir. ils sont peut-être pas prêts à autre chose. Quand j'ai commencé l'aïkido à 7 ans, en fait, je me suis pas rendu compte de devenir plus fort, plus intelligent. Tu mettais le doigt dans l'engrenage. T'aurais du boulot. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a bien fallu bientôt 20 ans pour arriver là. Et j'ai encore du boulot. Et que tu devras poursuivre. Ouais, voilà. Ça finit. Ah oui, On a toujours à apprendre. C'est sûr.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on va... Merci. Merci.